Nous sommes à Apremont-sur-Allier, une bourgade médiévale de 70 habitants située aux confins du Berry. Ce charmant village évolue loin du tumulte de la ville et de ses préoccupations. Apremont-sur-Allier est une petite commune du Cher, vit du tourisme puisque c'est un des plus beaux villages de France. Après, il n'y a pas forcément beaucoup de commerce, pas grand-chose, c'est assez isolé dans la région. Pourtant, à l'été 2013, ce village tranquille va être le théâtre d'une macabre découverte. Tout commence à l'automne 2011, en banlieue parisienne. Nathalie, la cinquantaine, divorcée, et mère d'un fils de 25 ans, Nicolas, s'inquiète. Sans emploi, le jeune homme est parti prendre le verre chez son oncle David et sa tante Aude, aux portes du Berry. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas eu de cette nouvelle, plus d'une année vient de passer. A priori, dans un premier temps, elle ne s'inquiète pas plus que ça, parce qu'encore une fois, son fils est majeur, c'est un grand garçon qui est a priori capable de s'assumer, et puis elle va quand même demander des nouvelles. En vain, jusqu'au 11 février 2013, où elle reçoit au beau milieu de la nuit un SMS terrifiant de la part de son frère, David. Son frère, sans ménagement, l'informe que son fils Nicolas est mort. Il lui donne même une date, fin janvier 2012, le 28 janvier, sans beaucoup d'autres explications dans un premier temps. Nathalie est sous le choc. Elle vient d'apprendre que son fils serait mort depuis plus d'1 an. Dès le lendemain, la mère de famille décide de se rendre à la gendarmerie, près de chez elle. Les gendarmes prennent ça très au sérieux assez vite, surtout après avoir appris que Nicolas avait disparu depuis plus d'1 an, et encore plus lorsqu'ils ont été informés des messages de David, laissant supposer qu'il y avait eu un décès. Informés par leurs collègues, les gendarmes de la brigade de recherche de Nevers prennent le relais et ouvrent une enquête pour disparition inquiétante. Alors, qu'est-il arrivé à Nicolas? Le jeune homme de 25 ans est-il mort, comme l'affirme son oncle? Et si c'est le cas, pourquoi ce dernier a-t-il gardé le silence pendant plus d'1 an? Il est gamin attachant, il a des parents séparés comme beaucoup d'enfants. Malgré tout, il n'y a rien de remarquable, d'extraordinaire dans son enfance. Nicolas est le deuxième d'une fratrie de 4 enfants. Très jeune, il a du mal à s'adapter et il est placé dans un foyer. Malgré un manque de repères, le jeune homme est décrit comme gentil, voire influençable. C'est quelqu'un qui n'est pas décrit comme bagarreur ou qui s'attirerait des difficultés. Il a, de ce qu'on sait, un cercle d'amis quand même assez limité. Il a un certain nombre d'activités également limitées. On ne sait pas bien ce qu'il fait de ses journées. Après une scolarité chaotique, il quitte le système éducatif sans obtenir ni diplôme ni qualification. Il exerce alors quelques missions d'intérim et retrouve de temps en temps le foyer familial. Il y a quelques tensions parce qu'effectivement, il est souvent sans emploi. Et puis, lorsque ces tensions s'accumulent, lorsque sa maman a l'impression qu'il a besoin de prendre l'air pour éviter de ne rien faire, qu'il veut vraiment qu'il puisse progresser dans sa vie, elle décide tout naturellement, puisqu'elle a un frère à la campagne, avec cette idée un peu qu'ont beaucoup de gens de banlieue, à la campagne c'est beaucoup mieux, tout ira mieux, elle décide en accord avec lui. C'est pas du tout elle qui l'envoie autoritairement. Pour les enquêteurs, c'est le portrait d'une famille aimante qui semble se dessiner. Nicolas est accueilli les bras ouverts par son oncle David et sa tante Aude. Rapidement, le jeune homme se lie d'amitié avec Corentin, 17 ans, le fils aîné d'Aude. L'enquête de personnalité ne révèle donc rien de probant. Les gendarmes s'intéressent alors aux relevés bancaires et téléphoniques du jeune homme.
tous les contacts téléphoniques qu'il a pu avoir sont tous antérieurs au mois de novembre 2011. C'est particulièrement surprenant. On a quand même voilà, un jeune d'un peu plus d'une vingtaine d'années. C'est étonnant qu'il n'ait plus de contact avec qui que ce soit, ne serait-ce que par des réseaux sociaux. Ses comptes bancaires ne sont pas plus utilisés. D'un autre côté, c'était pas quelqu'un qui utilisait beaucoup ses comptes bancaires. Il vivait dans un premier temps chez sa maman, dans un second temps chez son oncle, donc il n'y avait a priori pas de raison de faire beaucoup de dépenses. Donc toutes ces réquisitions nous amènent à constater que nous n'avons pas de signe de vie de Nicolas. On n'a pas non plus de preuves qu'il est décédé. On n'a encore une fois que la version de David. Le 28 février 2013, les gendarmes décident d'entendre l'oncle de Nicolas, qui serait donc le dernier à l'avoir vu vivant. Au poste, l'homme leur fait alors une révélation. Il va confirmer être l'émetteur des messages envoyés à sa sœur Nathalie où il indique bien que Nicolas est décédé. Il va aussi expliquer que lui, il sait ce qui s'est passé. Alors, si David connaît les circonstances exactes de la mort de son neveu, pourquoi avoir attendu 1 an avant d'en parler? Est-il impliqué dans la mort de Nicolas? Les enquêteurs s'apprêtent à entrer dans une enquête beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît. À Nevers, les enquêteurs de la brigade de recherche poursuivent l'audition de David. Alors qu'il nie toute implication dans la mort de son neveu, il se décide à révéler l'identité des meurtriers de Nicolas. Lui prend bien soin à ce moment-là de dire « Moi, je n'ai pas participé à tout cela. Ça s'est passé sous mon toit, mais je n'y ai pas participé. J'ai été témoin de tout cela. Je n'ai pas pu intervenir car ils étaient plusieurs. » Et il implique à ce moment-là Aude, mais également le fils aîné de Aude, Corentin. David révèle alors aux enquêteurs qu'il est séparé de Aude et que cette dernière a un nouveau compagnon du nom de René, qui serait également impliqué dans le meurtre de Nicolas. Suite à ces révélations, les gendarmes se penchent sur l'histoire de cette famille, pour le moins particulière. C'est en 2011 que David et Aude, alors en couple, s'installent à Biche avec leurs 3 enfants. Un enfant qu'ils ont eu ensemble et 2 autres qu'Aude a eu d'une précédente union. Dans le village, ils vivent en vase clos. La famille est vraiment isolée et n'a aucune relation amicale, notamment avec les voisins ou avec d'autres amis. Il y a quelques animaux à la maison, plusieurs chiens dont s'occupe un petit peu tout le monde. Et il y a une certaine précarité, notamment professionnelle, puisque ni Aude ni David ne travaillaient à ce moment-là. Par la force des choses, les relations entre David et sa femme se détériorent. Très vite, Aude se trouve un amant, René. Et fait surprenant, au lieu de le cacher, elle impose son nouvel homme dans la maison. René, Aude et David, ainsi que les enfants, vont vivre à huis clos, dans une maison au volet quasiment fermé quotidiennement. Puis on va noter le caractère autoritaire de Aude, qui clairement va manipuler les hommes de sa vie, que ce soit son fils encore mineur au moment des faits, ou que ce soit les 2 hommes de sa vie, René et David. Si David repart libre de cette première audition, la famille est immédiatement placée sur écoute. Et très vite, un 3e homme revient souvent dans les conversations, un certain Jean-Pierre. Jean-Pierre, c'est quelqu'un qui est proche à cette époque-là de René. Ils travaillent ensemble, ils passent du temps ensemble. Ils venaient manifestement assez régulièrement à Biche. Donc c'est quelqu'un qui nécessairement doit avoir au moins des choses à dire sur comment était Nicolas lorsqu'il était au domicile de Biche. Après 3 mois d'enquête, le 13 mai 2013, les gendarmes décident alors de procéder à l'interpellation de David, de Aude, de René, de Corentin et de Jean-Pierre. Au départ, David est très surpris de ce placement en garde à vue parce que pour lui, comme il a dénoncé les faits et comme il ne considère pas en être l'instigateur, il pensait qu'il ne serait pas du tout inquiété. Les uns et les autres se rejettent un petit peu la faute et les violences qui ont été commises sur Nicolas. À l'exception de David,
Tous les membres de la famille admettent avoir été violents envers Nicolas, mais aucun ne reconnaît être impliqué dans sa mort. Seul Jean-Pierre finit par craquer. L'ami de la famille passe alors aux aveux. Très rapidement, il confirme que Nicolas est mort et qu'il a participé à la phase qui consistait à se débarrasser du corps. Mais l'homme ne s'arrête pas là. Il raconte alors aux enquêteurs les détails glaçants de cette nuit d'hiver. Fin janvier 2012, René l'appelle en lui demandant de venir. Et lorsqu'il arrive, René lui dit, voilà, Nicolas est mort et on l'a coulé dans une dalle de béton. Et à ce moment-là, Jean-Pierre a ce comportement totalement surréaliste qui consiste à, par amitié, à faire ce qu'on lui demande. Ils partent comme ça en pleine nuit, tous les trois, donc René, lui-même, Jean-Pierre et puis Corentin, dans ce petit véhicule avec la dalle à l'arrière, et ils font plusieurs dizaines de kilomètres jusqu'à arriver sur la commune d'Apremont-sur-Allier. Ils auraient ensuite jeté la dalle de béton dans un canal. Pour les gendarmes, il n'y a plus une minute à perdre. Sur les indications de Jean-Pierre, ils se mettent en route pour Apremont-sur-Allier. Alors, les enquêteurs vont-ils retrouver le corps sans vie de Nicolas? Les suspects vont-ils finir par avouer? Et quelles sont les circonstances exactes de ce terrible drame? À Apremont-sur-Allier, les gendarmes viennent d'arriver le long du canal que leur a indiqué Jean-Pierre. Les moyens mobilisés sont importants. Des brigades spéciales ont été appelées pour sonder le canal. On fait appel à des plongeurs spécialisés qui vont effectivement retrouver une énorme masse au fond de l'eau. Donc d'importants moyens techniques sont mis en œuvre pour faire remonter à la surface de l'eau cette grosse masse. Et à l'intérieur de la dalle de béton, le corps de Nicolas est bien là. Il est immédiatement transporté à l'hôpital pour autopsie. Le médecin légiste procède alors aux premières constatations. Des constatations bien difficiles puisque d'une part il y avait du temps qui s'était écoulé et c'est vrai que le béton est très acide et donc peut détruire le corps de façon relativement importante. Si les circonstances et la date du décès de Nicolas restent encore floues, une chose est sûre, le jeune homme de 25 ans a vécu un véritable calvaire. Le médecin légiste va noter qu'il y a un traumatisme au niveau facial, qu'il y a également des côtes cassées, mais elle va conclure que c'est l'ensemble de ces blessures, plus certainement une dénutrition qui serait à l'origine du décès de Nicolas. Dans le bureau des enquêteurs, l'audition des suspects confirme l'horreur des faits. Accueilli par son oncle et sa famille, à l'automne 2011, le jeune homme réalise très vite qu'il est entré dans la maison de l'horreur. Nicolas, au début, est bien intégré. Malheureusement, rapidement, il semblerait qu'il devienne le souffre-douleur d'un petit peu toute la famille. Les uns et les autres vont effectivement décrire l'affaiblissement progressif de Nicolas, qui est devenu une tête de turc où tout prétexte était bon pour s'en prendre à lui, pour lui asséner une gifle, pour lui asséner un coup de poing. On va progressivement plus lui donner à manger. On va le cloîtrer dans différents endroits de la maison. Il n'est pas soigné. Il a des blessures apparentes. Là, manifestement, il est traité pire qu'un animal, Nicolas, à ce moment-là. Pire qu'un animal. Et tout le monde le décrit. Et alors que la garde à vue des suspects se poursuit, les enquêteurs mettent la main sur 15 bandes audio. Des enregistrements réalisés au cours des 2 dernières semaines de vie du jeune homme. Sur ces enregistrements qui sont véritablement confondants pour David, on entend celui-ci hurler véritablement sur Nicolas, ce qu'on devine être la voix de Nicolas. J'entends quelqu'un qui gémit, une toute petite voix très affaiblie, qui se plaint, qui gémit, qui pratiquement, ça donne l'impression de quelqu'un qui est à l'agonie. David s'est enregistré en train de passer à tabac son neveu. Une attitude cruelle, censée prouver qu'il est l'homme fort de la maison. Il espérait ainsi reconquérir le cœur d'Aude. Mais aujourd'hui,
Ces enregistrements se retournent contre lui. Ce qu'il ressort globalement, c'est que tout ça est le fruit d'une action collective. C'est pas la volonté d'une personne déterminée qui a conduit au décès de Nicolas, puis aux funestes conditions dans lesquelles ils se sont débarrassés de son corps. C'est vraiment une action collective, des actes de violence, des actes de maltraitance, un véritable calvaire qu'ils lui font endurer, mais qu'ils au pluriel lui font endurer. David, Aude, René et Corentin sont alors mis en examen pour séquestration, suivi de la mort de Nicolas. Ils seront placés en détention provisoire en vue du jugement. Jean-Pierre, quant à lui, est mis en examen pour recel de cadavres et placé sous contrôle judiciaire. Alors, les enquêteurs ont-ils le fin mot de l'histoire ou l'instruction leur réserve-t-elle encore de nouvelles surprises? Le 12 juin 2013, soit un mois après la découverte du corps de Nicolas, un coup de théâtre vient bousculer l'enquête. La section de recherche apprend qu'une jeune femme s'est présentée et qu'elle va dénoncer des faits similaires de séquestration dont elle aurait été victime de la part de personnes qu'elle connaît, en citant comme protagonistes Aude et Corentin. La jeune femme, Fiona, n'est autre que la cousine de Nicolas. Elle explique alors aux enquêteurs qu'au cours de l'année 2012, Corentin, son autre cousin, avait pris contact avec elle. Je m'étais un peu confiée à lui, comme quoi que je me sentais pas bien chez moi, que je voulais changer un petit peu d'air pour faire le point. Et donc il m'a dit viens passer quelques jours pour te ressourcer. Sur l'insistance de Corentin, la jeune femme de 23 ans finit par accepter l'invitation. À l'automne 2012, elle se rend donc à Biche pour ce qu'elle pense être quelques jours de vacances. J'étais bien accueillie, hein. Franchement le premier soir vraiment très bien, on avait passé une très bonne soirée, tout s'était bien passé. Et le lendemain matin, hop, debout 6 heures, faut faire le ménage, faut faire le café, faut tout faire. Sur le coup, je me dis bon, vu que je suis là pour la semaine, c'est normal que je les aide. Mais après, je voyais que je me reposais pas, que on commence à 6 heures du matin, des fois on s'arrêtait à 1 heure du matin pour dormir 2-3 heures. On dormait tous dans le salon en plus, donc je me dis c'est quoi ces vacances quoi, je comprenais pas. Le séjour de Fiona se transforme alors peu à peu en un véritable cauchemar. Jusqu'au soir, où tout bascule. Corentin a bu, mais énormément. Puis en fin de soirée, il a pris ma voiture, alors qu'elle était déjà en mauvais état. Il a pris, il est revenu, puis la voiture elle était hors d'usage. Donc après, Aude m'a dit, on va faire des réparations. Donc le temps qu'on fasse des réparations, tu vas rester quelques temps de plus à la maison. Mais les réparations tardent à venir. Et pire encore, Aude confisque le téléphone portable de Fiona. La jeune femme de 23 ans se retrouve alors prise au piège. À ce moment-là, je commence à demander à repartir chez moi. Elle a commencé à me taper sur la figure. Et donc, au bout d'un moment, Aude m'a dit tu rentreras quand je l'aurai décidé. Face aux gendarmes, Fiona explique être devenue le souffre-douleur de toute la famille. Elle reste enfermée jour et nuit dans une pièce, privée de ses besoins les plus élémentaires. Là, je me dis, je vais mourir sur place. Je me dis, pour moi, là, je suis en train de rendre mon dernier souffle. J'avais plus rien dans le corps, j'avais plus rien. J'étais déshydratée, j'arrivais plus à respirer. J'arrivais tellement que je mangeais plus, je buvais plus. Je pouvais même plus ouvrir ma bouche. Je pouvais même avec une paille, je pouvais même pas boire. J'arrivais même plus à rien faire. Mais Corentin prend en pitié sa cousine. Alors, sur son insistance, le 10 novembre 2012, Aude accepte de la laisser partir. Elle m'a dit, c'est tout de suite ou jamais, que t'aies des forces ou que t'aies pas de force, que tu crèves sur place, tu sors maintenant. Et donc je prends mon sac comme j'ai pu, et en fait elle m'a pris mon sac, elle m'a tout jeté en fait sous la pluie. À force de prendre des coups, elle m'avait cassé mes lunettes, donc je voyais plus rien. Je sais même pas comment j'ai fait pour rentrer à Paris, parce que franchement, dans l'état que j'étais, je pensais jamais revenir, je pensais pas revenir. Nicolas, lui, n'aura pas eu cette chance. Il est déjà mort depuis 10 mois lorsque Fiona recouvre la liberté.
Et si la jeune femme raconte son calvaire aux gendarmes seulement maintenant, c'est qu'elle vient de découvrir, dans la presse, le sort que cette famille de tortionnaires a réservé à son cousin. Ce qui a poussé ces individus-là à commettre de tels faits ne les a pour autant pas dissuadés de recommencer. C'est assez effroyable de voir que des individus sont capables de telles choses aussi abjectes. Là, il n'y a aucun angle d'explication, en fait. Si ce n'est la méchanceté gratuite, la cruauté gratuite. Le 29 février 2016, 4 ans après les faits, David, Aude, René, Corentin et Jean-Pierre comparaissent devant la cour d'assises de la Nièvre. Dans la salle, la tension est palpable. C'est une procédure hors norme par la nature des faits, par les moyens mis en œuvre pour tuer quelqu'un. L'information judiciaire ne portait pas sur des faits de meurtre, mais j'allais dire c'est presque plus grave. On est sur une infraction où on a privé de tout un individu pour pratiquement aucun motif, ou en tout cas des motifs totalement décalés par rapport à l'horreur des faits. Fiona, présente au procès, n'a pas revu ses bourreaux depuis 4 ans. Toujours traumatisée, elle redoute ce face-à-face. Le plus dur, c'est psychologiquement. Parce que forcément, y a des crises d'angoisse à répétition. Il y a la peur aussi forcément de retomber nez à nez avec eux. Puis surtout de vivre dans la culpabilité, parce que moi je suis vivante et Nicolas il est plus là. Au cours du procès, un extrait des 15 enregistrements remis aux enquêteurs est diffusé. Leur écoute provoque un malaise dans toute la salle, jusque dans le box des accusés. Effectivement, l'un des moments les plus poignants, les plus épouvantables de l'audience a été l'audition de cet enregistrement fait par David alors qu'il maltraitait de façon épouvantable Nicolas. On a entendu 4-5 minutes peut-être, mais qui nous ont paru une éternité de ces enregistrements. Et si les autres prévenus étaient tous renfermés sur eux-mêmes, il y a Corentin qui lui s'est énervé, s'est levé et a voulu sortir. Il a fallu faire une suspension parce que effectivement pour lui c'était intenable. Fiona réalise alors le destin funeste auquel elle a échappé. J'étais en larmes, je me suis dit mais ils auraient été aussi tarés, ils m'auraient enregistré moi aussi quoi. Et quand j'ai vu la souffrance de Nicolas, je me suis dit mais c'était moi la prochaine quoi. J'étais la prochaine sur la liste. C'est tellement... On se demande comment on peut faire ça à sa propre famille, quoi. Au total, 18 témoins défilent à la barre. Chacun confirme le rôle central qu'Aude a tenu. Visiblement, la femme de 54 ans était le cerveau de la famille. Et quand elle donnait des ordres, les hommes obéissaient. Tous s'accordent à peu près à dire que les premières violences ont été commises à la suite des déclarations de Aude. Elle le reconnaît, hein. C'est elle qui est à l'initiative de ces brimades, c'est elle qui décide d'eux et ensuite les autres exécutent. Pourtant, la mère de famille nie toujours être responsable de la mort de son neveu, tout comme ses co-accusés. Alors, après 5 jours de débat, les jurés prennent une décision en leur âme et conscience. David et Aude écopent de 30 ans d'emprisonnement. René, de 28. Corentin, mineur au moment des faits, est condamné à 10 ans de prison. Quant à Jean-Pierre, l'ami de la famille, sa peine est de 2 ans de prison, dont 1 avec sursis. Pour les proches de Nicolas et Fiona, la sentence ne couvre pas leur peine. On ne fait jamais le deuil de la mort d'un enfant. Et ce n'est pas la justice qui va permettre de faire le deuil. Ça peut aider, mais ce qui a été dominant pour l'ensemble de la famille, c'est la peine, la douleur, et de devoir revivre à travers un dossier des événements dont ils n'auront jamais une connaissance, et une personne d'ailleurs parfaite.
Nous sommes à Couy, en plein cœur du Berry. Cette région constitue l'un des plus vieux terroirs agricoles de France. Le village, d'un peu moins de 400 âmes, a pour caractéristique sa tranquillité, son ambiance rurale et ses champs à perte de vue. Couy, c'est un petit village à l'est de Bourges, à 20-30 km, c'est en rase campagne. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à Couy. Pourtant, le lundi 9 mars 2009, ce village sans histoire va devenir le théâtre d'un drame sordide. Il est environ 9 h du matin lorsque les gendarmes de Baugy, une commune à 10 km de là, reçoivent un appel plutôt inquiétant. Marie-Laure, la quarantaine, n'a plus de nouvelles de son frère Guy depuis maintenant 3 jours. Marie-Laure est assez proche de son frère, ils habitent à proximité, donc ils ont l'habitude de se voir, peut-être pas tous les jours, mais quand ils ne se voient pas tous les jours, ils ont l'habitude de se voir très très régulièrement au téléphone. Donc il lui paraît surprenant que son frère, qui n'a pas l'habitude de s'absenter très longtemps sans la prévenir, justement, soit injoignable. Les gendarmes prennent tout de suite cet appel au sérieux. Ils se rendent donc au domicile de Guy, 39 ans, et de son compagnon, Luc, 57 ans. Ils sont pas là, la maison a l'air fermée, et pour autant, leur véhicule se trouve dans le garage. En faisant le tour du pavillon, les gendarmes découvrent alors une porte-fenêtre qui n'est pas verrouillée. À l'intérieur, un premier élément les interpelle. Les gendarmes notent la présence de tartines de pain qui sont toutes fraîches sur un passe-plat. Il y a de la vaisselle en abondance au niveau de l'évier. Voilà, il y a eu de la vie manifestement très très récemment dans cette habitation. Mais c'est en arrivant dans la chambre du couple qu'ils font une découverte beaucoup plus alarmante. Il y a des traces de sang qui apparaissent sur une tête d'oreiller. Du sang est également retrouvé au pied du lit, dans le salon et sur un cendrier. Alors, que s'est-il passé au domicile de Guy et Luc? Que signifient ces taches de sang retrouvées à leur domicile? Où sont passés les deux hommes? Sont-ils en danger de mort? À Couy, les gendarmes décident de faire le tour du voisinage dans l'espoir de savoir où sont passés Guy et Luc. Rapidement, ils récoltent les premières informations. Un voisin a constaté du mouvement dans la nuit de samedi à dimanche, et notamment il a remarqué au domicile de Guy et Luc la présence d'une camionnette Renault Master blanc. Cette personne se souvient avoir vu 4 silhouettes. Et d'après elle, parmi les 4 silhouettes, il y a bien Luc et Guy. C'est-à-dire qu'ils sont manifestement présents à leur domicile avec 2 autres personnes qu'il ne parvient pas à identifier. Fort de ces renseignements, les gendarmes rentrent au poste et se penchent aussitôt sur le profil des 2 disparus, dans l'espoir de découvrir qui sont ces 2 autres personnes. Luc et Guy, ils s'étaient rencontrés un jour de Noël 93. C'était un couple fusionnel, ils faisaient tout ensemble et depuis 93, ils s'étaient jamais quittés. Ils s'occupaient de plusieurs sociétés dans le spectacle. Pourtant, la vie des 2 hommes n'a pas toujours été un conte de Noël. Luc, 57 ans, au moment de sa disparition, a connu de graves problèmes de santé. Ancien alcoolique, il faisait également du diabète. Guy, de 18 ans son cadet, était en pleine marginalisation quand ils se sont rencontrés. Leur union va les sauver, l'un et l'autre. Depuis 15 ans, Luc et Guy travaillaient ensemble et menaient une existence paisible à Couy. C'était des gens qu'on voyait comme sympathiques, discrets et qui étaient en harmonie avec le village. Ils se sont complètement fondus dans le paysage local, mais voilà, il n'y a pas d'histoire, pas de problème avec eux à ce moment-là en tout cas. Les gendarmes ne trouvent donc aucune piste dans l'histoire du couple. Jusqu'au lendemain de la disparition,
où Marie-Laure, la sœur de Guy, se rend à la gendarmerie. Elle indique aux enquêteurs un épisode troublant qui vient de se dérouler chez elle avec Claude, son ex-compagnon. C'est très rapide, elle décrit vraiment un instant très fugace où il laisse tomber 2 cartes bancaires qu'il va ramasser, remettre aussitôt dans ses poches. Mais elle va avoir le temps de constater que l'une de ces cartes bancaires appartient à Luc et à Guy. Les enquêteurs de la brigade de recherche de Bourges sont alors saisis de l'enquête. Dans un premier temps, ils décident d'éplucher les comptes bancaires des 2 disparus. Les investigations bancaires qui sont rapidement menées vont effectivement mettre en évidence un élément important, à savoir que les cartes bancaires du couple Luc et Guy sont utilisées le dimanche soir, et pas n'importe où, à Paris. Soit la veille du signalement de leur disparition. Alors, est-ce Luc et Guy qui ont utilisé leur carte bleue? Ou bien encore Claude, l'ex-compagnon de Marie-Laure? Pour en avoir le cœur net, les enquêteurs placent ce dernier en garde à vue. On ne comprend pas pourquoi il est placé en garde à vue. L'histoire de la carte, c'est de l'imagination. En tout cas, il n'a pas fait tomber de carte et Marie-Laure s'est trompée. Il n'a pas en sa possession de carte qui appartiendrait à Guy ou Luc. Claude n'est donc pas inquiété et ressort libre de la gendarmerie. Mais le lendemain, coup de théâtre. Les gendarmes reçoivent un appel qui va faire avancer d'un seul coup leur enquête. La mairie de Bouleret va contacter les services de gendarmerie pour leur faire part d'une découverte sur le bord de la route. Un certain nombre de documents qui ont été déchirés sont retrouvés, des documents permis de conduire, des documents d'identité, des documents personnels qui sont au nom du couple de Guy et Luc. Des documents découverts à quelques centaines de mètres seulement de chez Claude, l'ex-compagnon de Marie-Laure. Et les forces de l'ordre ne sont pas au bout de leur surprise. 2 jours plus tard, une découverte est faite lors de nouvelles investigations au domicile des disparus. Ils vont effectuer également des tests Blue Star à l'intérieur de l'habitation et qui vont se révéler tout à fait intéressants puisqu'on va se rendre compte qu'il y a des traces de sang qui ont été nettoyées mais que les tests Blue Star vont pouvoir révéler. Alors, qui tente de dissimuler des preuves? Quelles sont les circonstances exactes de la disparition de Luc et Guy? Et surtout, le couple est-il encore en vie? À Bourges, 4 jours après la disparition de Guy et Luc, les gendarmes reçoivent un nouveau témoignage qui va apporter un élément capital à leur enquête. Le gérant d'une station-service qui va donner aussi des informations intéressantes en indiquant qu'il a vu 2 personnes qui étaient affairées très tôt le matin, dimanche matin, sur les coups de 8h ou 9h, affairées à nettoyer un véhicule Renault Master blanc. Et qui dit qu'il lui a paru étonnant qu'un dimanche matin, si tôt, ces 2 individus, et notamment un, aient pris énormément de précautions, selon lui, pour nettoyer de fond en comble ce véhicule. Un fourgon blanc, comme celui qui a été aperçu par le voisin le fameux soir de la disparition du couple. Ça attire tellement son attention qu'il a le réflexe de noter l'immatriculation du véhicule et précise que les 2 individus, il les a suffisamment observés pour être en mesure de les reconnaître. Et quand les gendarmes lui présentent une photo de Claude, le gérant l'identifie clairement. L'étau se resserre donc sur l'ex-compagnon de Marie-Laure. Les enquêteurs décident dans un premier temps de vérifier son emploi du temps le week-end de la disparition de Guy et Luc. Ils savent par Marie-Laure que Claude avait sa fille, puisqu'il est allé la chercher chez sa mère le vendredi soir. Et donc ils vont entendre la fille de Claude, qui va leur dire que oui, elle a passé le week-end chez son père, mais surtout qu'elle n'y était pas tout seule avec son père, et que son père a passé le week-end avec un ami qui a priori était là depuis le début de la semaine. Grâce à la jeune fille, les enquêteurs sont en mesure d'identifier le 2e homme, présent à la station.
Il s'agit d'un certain Christophe. Des investigations sur la téléphonie des deux hommes sont alors menées. Les enquêteurs s'aperçoivent que le 2 et le 3 mars, soit donc plusieurs jours auparavant, tous les deux, Claude et Christophe, vont déclencher en même temps des relais déjà sur la commune de la Charité. Les deux amis étaient donc bien ensemble quelques jours avant la disparition de Guy et Luc, et à seulement quelques kilomètres de leur domicile. De plus, leurs téléphones ont cessé d'émettre entre le samedi 7 mars 20h et le dimanche en fin de matinée, juste au moment de la disparition du couple. Les gendarmes se penchent alors plus en profondeur sur le profil des deux suspects, Christophe et Claude. Claude travaillait pour la société de Luc et Guy et Marie-Laure l'avait connu dans ce cadre-là. L'homme de 53 ans, déjà père d'une adolescente de 12 ans, se met alors en couple avec Marie-Laure, la sœur de Guy. Fou amoureux de la jeune femme, il vit très mal leur séparation il y a 1 an. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas impressionner, qui peut être assez rigide, encore une fois assez fermé, hein, quelqu'un qui manifestement sait faire preuve d'autorité sans avoir besoin de trop pousser, si vous voulez. C'est quelqu'un, lorsqu'on le voit comme ça, on comprend qu'il ne faut pas le chatouiller, grosso modo. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il a déjà fait de la prison. Ça, évidemment, c'est un élément qui intéresse les gendarmes, puisque il a fait de la prison, et manifestement pas pour rien, puisque c'est a priori une affaire de braquage pour laquelle il a été condamné à quelques années d'emprisonnement. Et ce n'est pas tout. Au moment des faits, Christophe est endetté d'environ 13 000 €. Pour les enquêteurs, un mobile se dessine. Alors, les deux hommes à la dérive ont-ils fait un pacte meurtrier? Sont-ils impliqués dans la disparition de Guy et Luc? S'agirait-il d'un crime crapuleux? À Bourges, 10 jours après la disparition de Guy et Luc, les enquêteurs reçoivent les premiers résultats d'analyse suite au gel de leur domicile. Ils sont sans appel. Sur la portière de leur véhicule, on a retrouvé une empreinte digitale, celle de Claude. Les gendarmes décident donc d'effectuer une perquisition à son domicile. Ils vont découvrir des éléments tout à fait intéressants, à savoir, ils vont découvrir des colliers Serflex dans la poubelle de son domicile. Et puis, dans le vide-poche de la portière conducteur, ils vont trouver un jeu de clés et on se rend compte qu'il y a une clé qui permet d'ouvrir la boîte aux lettres des victimes et que l'autre clé permet d'ouvrir la porte d'entrée de la maison des victimes. Pour les enquêteurs, le doute n'est plus permis. Claude est mêlé à la disparition du couple et visiblement, il y a eu préméditation. Il est alors placé en garde à vue pour la 2e fois, tout comme son compère, Christophe. Alors d'un côté, on a Claude qui lui n'admet rien, et puis de l'autre côté, on sent que Christophe est beaucoup plus fragile et qu'on va certainement pouvoir avoir des informations un peu plus sérieuses, un peu plus crédibles du côté de Christophe qui finalement reconnaît qu'il a participé à quelque chose. Christophe reconnaît être passé, accompagné de Claude, chez le couple ce fameux samedi soir. Son but, soustraire de l'argent à Guy et Luc pour éponger ses dettes. En revanche, il précise ne pas être impliqué dans la disparition des deux hommes. Suite à ses aveux, Claude et son acolyte, Christophe, sont mis en examen pour enlèvement et séquestration. En parallèle, l'instruction continue de livrer des informations précieuses. Les différents éléments qui avaient été saisis lors des opérations faites par les techniciens d'identification criminelle, les choses qui avaient été retrouvées dans les bordures de routes et fossés font l'objet d'expertises génétiques.
Ces expertises vont apporter donc des résultats particulièrement importants qui vont faire basculer le cadre d'enquête. Les colliers Serflex, on va se rendre compte qu'ils comportent l'ADN des disparus. L'ADN a fini par parler. Pour les enquêteurs, c'est un moyen supplémentaire de remettre la pression sur Claude et Christophe, les deux suspects. Alors, ce qui est inquiétant, c'est qu'évidemment, le temps passe, qu'on est sur la fin du mois de mars au niveau des deuxièmes gardes à vue et qu'on n'a absolument toujours aucun élément sur l'endroit où pourraient se trouver Guy et Luc, puisque l'un comme l'autre, Claude, Christophe, disent aux enquêteurs qu'ils ne savent rien et qu'ils ne sont pas concernés par cette histoire. On va à ce moment-là décider de lancer de lourdes investigations pour tenter de retrouver les corps. Pendant 3 mois, des forces de l'ordre sont mobilisées. Des battues sont effectuées, un renfort aérien est demandé et de nombreux points d'eau sont sondés. En vain. Alors les gendarmes vont-ils finir par retrouver les corps de Guy et Luc? Claude et Christophe avoueront-ils le meurtre des 2 hommes? À Bourges, alors que Christophe et Claude sont placés en détention provisoire, le juge d'instruction en charge de l'enquête reçoit un courrier des plus surprenants. Ce détenu se manifeste spontanément en indiquant qu'il s'agit d'un codétenu de Christophe. Christophe lui a dit que Guy et Luc étaient enterrés sur les bords de la Loire. Fort de ces révélations, le juge d'instruction entend de nouveau les 2 hommes. C'est alors un véritable bras de fer qui s'engage entre les suspects et le magistrat. Mais après plusieurs heures d'interrogatoire, Claude finit par craquer. Il a décidé à ce moment-là de se mettre à table, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire de donner les explications qui conviennent. Et puis ensuite la manière dont il a donné la mort à Luc et Guy et l'endroit où il se trouve enterré. Il explique ça sur un ton très détaché, très glacial. C'est saisissant la manière dont il explique ça. Face au juge, Claude reconnaît la préméditation et déroule le récit des faits. Tout commence le samedi 7 mars. Il est 22 h. Avec Christophe, ils arrivent au domicile de Guy et Luc pour récupérer de l'argent. Et puis les choses vont dégénérer, puisque Guy et Luc vont pas se laisser faire, le ton va monter. Et donc pour, je dirais, les calmer, Claude ressort de la maison, va dans le fourgon, cherche un carton qui contient 2 fusils. Il revient, il sort un fusil, et évidemment, c'est Guy qui à ce moment-là est en première ligne, qui le voit arriver avec un fusil et qui, a priori, ne veut pas se laisser faire. Et donc Claude va lui porter un coup de crosse au niveau de la tempe. Claude et Christophe séquestrent alors le couple. Ils leur soutirent de l'argent, récupèrent leurs cartes bancaires et les codes. Le supplice de Guy et Luc va durer toute la nuit. On est au petit matin, il faut imaginer cette scène où on y voit à peine le jour se lève et encore, il fait encore nuit au moment où il quitte Couy. On fait monter les 2 victimes dans le fourgon à l'arrière et puis le fourgon quitte la maison. Et à ce moment-là, le fourgon va partir et va rouler quand même de nombreux kilomètres. À cet instant, face aux enquêteurs, la version des 2 hommes diverge. Contrairement à Christophe, Claude affirme que c'est ensemble qu'ils ont mené le couple vers une fosse creusée sur les bords de Loire. Claude explique que, à tour de rôle, avec une pelle, ils ont enfoui les victimes, qui les ont donc enterrées vivantes. Les enquêteurs sont stupéfaits. Immédiatement, ils se rendent sur les bords de Loire, accompagnés des 2 accusés. Sur place, Claude leur désigne l'endroit exact où sont enterrés les 2 hommes. Quand on découvre les corps, c'est la stupeur qui domine, c'est l'étonnement.
Comment est-ce qu'on a pu faire quelque chose d'aussi cruel? Il y a le pourquoi qui intervient très rapidement. Les corps sont aussitôt emmenés à l'Institut médico-légal de Tours pour autopsie. Les conclusions du médecin légiste font froid dans le dos. Pour Guy, une seule cause du décès est avancée par les médecins légistes, à savoir qu'effectivement il est mort asphyxié au moment de l'ensevelissement. Un petit peu de sable est retrouvé d'ailleurs dans son organisme, donc il a rapidement suffoqué. Ils savent, ils connaissent la fin. Les enquêteurs se posent alors la question du mobile. Si Christophe avouait être venu chercher de l'argent pour éponger ses dettes, les motivations de Claude sont plus floues. Claude explique que Guy et Luc étaient un obstacle à ses relations avec Marie-Laure et qu'on puisse en arriver à une telle violence, à une telle extrémité qu'il n'ait pas pu trouver une autre solution. Donc ça peut paraître complètement en décalage avec ce qu'il dit. Le chef d'accusation des deux hommes est requalifié en assassinat. Et en mars 2010, le juge d'instruction ordonne une reconstitution afin de confronter les deux versions des accusés. Clairement, au niveau de la reconstitution, à ce moment-là, on se dit un seul homme pour creuser une tombe, puisque c'est de ça dont il s'agit, et pour la reboucher simplement sur cette nuit-là, ça paraît quand même assez compliqué. Et donc, évidemment, on peut se dire qu'il paraît plus cohérent que Claude ait été aidé de Christophe. Pour la justice, il devient clair que Christophe et Claude ont été complices jusqu'au bout. Alors, le procès fera-t-il toute la lumière sur cette sordide affaire? Christophe va-t-il reconnaître son implication dans la mort du couple? Et comment vont réagir les jurés face à l'horreur des faits? Le 26 septembre 2011, le procès de Claude et Christophe s'ouvre devant la cour d'assises de Bourges. 1 an et demi après le calvaire vécu par Guy et Luc, l'inhumanité des faits reste gravée dans la mémoire de tous les Berrichons. Il y a beaucoup de monde qui attend ce procès parce qu'il y a beaucoup de réponses qui doivent être apportées. La question principale, c'est pourquoi en arriver à cette horreur? Dans la salle, l'atmosphère se tend soudain à l'entrée des deux accusés, Claude et Christophe. Pour Marie-Laure, la sœur de Guy et l'ancienne compagne de Claude, ce procès doit lui apporter des explications. Marie-Laure, elle a une attitude assez positive pendant le procès. Elle est assez calme. Elle ne s'emporte pas alors qu'elle a perdu son frère, qu'elle appelait tous les jours avant, avec qui elle était très proche. Elle a perdu aussi Luc, avec qui elle s'était toujours entendue et en qui elle avait trouvé un second père. Donc, pendant le procès, elle est très digne, elle est très calme. Face à Marie-Laure, Claude n'en démord pas. S'il s'est débarrassé du couple, c'est parce qu'il représentait un obstacle à sa relation avec la jeune femme. Il n'y a jamais eu de regret d'exprimer ni par l'un ni par l'autre. C'était préparé minutieusement. Et lui invoque, sans aucune réticence, invoque spontanément la vengeance. Donc la vengeance, le désir de vengeance, quand il n'y a pas de pathologie psychiatrique sous-jacente, n'entraîne pas une altération du discernement ni du contrôle des actes. Et quand vient son tour d'être entendu par le juge, Claude garde les idées claires et continue d'entraîner Christophe dans sa chute. Claude qui est toujours sur la même position, qui finalement est « moi j'ai plus rien à perdre, j'ai tout reconnu, donc de toute façon mon sort m'importe peu, maintenant par contre je continue à essayer de faire en sorte que je puisse vous démontrer que Christophe était avec moi jusqu'au bout ». Et puis de son côté, Christophe qui lui essaye, tant bien que mal, assez maladroitement, par moment, de convaincre la cour de son innocence. Ou en tout cas, pas complète, puisqu'il reconnaît quand même avoir participé à la séquestration. Mais à l'issue de 4 jours d'un procès éreintant, les jurés décident d'unir le destin des deux hommes. Ils sont condamnés à la même peine, soit 30 ans de réclusion criminelle.
Du côté des parties civiles, c'est évidemment un soulagement, parce que c'est une peine qui est forte, que l'accusation a été suivie dans ses réquisitions, et on est soulagé qu'il n'y ait pas de différence qui soit faite. Aujourd'hui, les habitants du petit village de Couy n'ont rien oublié du terrible drame qui s'est joué sur leur terre. Pour Marie-Laure, le deuil sera long et douloureux. Elle, dont l'ex-compagnon, a froidement tué son frère, Guy, et son beau-frère, Luc. La famille des victimes, certainement, qu'ils se souviennent. C'est quelque chose qu'on ne peut pas complètement évacuer. Personne n'avait pu imaginer un scénario aussi macabre.